En octobre 2023, il s'est passé quelque chose que les analystes de la défense attendaient depuis des décennies, sur les eaux grises. Au large des côtes japonaises, un navire appelé JS Asuka a tiré avec un canon. Pas un canon particulièrement gros, 40 mm, soit la largeur d'une balle de golf. Mais ce canon n'utilisait pas de poudre à canon. Il a fait quelque chose de vraiment impressionnant. Il a utilisé l'électricité. 5 mégajoules d'une batterie de condensateur ont été déchargés dans 2 rails parallèles. En une fraction de seconde, cela accélère une petite fléchette métallique à environ 2230 mètres par seconde. C'est à peu près Mach 6,5, soit environ 2 fois plus rapide que les balles de fusil les plus rapides, donc vraiment sacrément rapide. C'était la première fois qu'un canon électromagnétique était tiré depuis un navire en mer. En 2025, ils l'ont refait avec le même navire et le même canon. Cette fois, ils l'ont vraiment dirigé vers un navire cible remorqué, le touchant à de multiples reprises et y faisant de nombreuses trous. C'est l'arme rêvée par les marines depuis plus d'un siècle. Des projectiles hypersoniques bien moins coûteux que les missiles et sans poudre propulsive risquant d'exploser. Si vous encaissez un coup, vous avez des munitions illimitées tant que vous avez de l'électricité et du métal, c'est assez fantastique. En effet, la marine des États-Unis a consacré 15 ans et plus d'un demi-milliard de dollars pour essayer de faire fonctionner un canon électromagnétique. Ils ont obtenu des images d'essais spectaculaires, mais ils n'ont jamais réussi à installer un canon sur un navire. Le programme a été discrètement abandonné en 2021. La Chine aurait placé quelque chose ressemblant à un canon électromagnétique sur un navire de débarquement il y a quelques années, mais rien de notable n'en a résulté. Et pourtant, voici le Japon, un pays qui techniquement n'appelle même pas sa marine. Une marine avec un canon électromagnétique fonctionnel fixé au pont d'un navire d'essai, tirant des projectiles hypersoniques dans la coque de navire cible. Alors comment cela s'est-il produit ? Comment une puissance navale moyenne a-t-elle surpassé les autres ? Que fait réellement ce canon et à quoi sert-il ? Est-ce enfin le moment où les canons électromagnétiques arrivent sur le front ou juste un autre projet américain très coûteux, un cul-de-sac à un demi-milliard de dollars ? Aujourd'hui, nous allons étudier le canon électromagnétique du Japon et le navire expérimental JS Asuka, et ce qui pourrait bien être le développement le plus significatif dans l'artillerie navale depuis que le missile a rendu les gros canons obsolètes. Pour saisir pourquoi le Japon mise autant sur un canon électromagnétique, il faut d'abord comprendre le problème qu'ils cherchent à résoudre, lié aux missiles évoqués. Pendant la majeure partie du XXe siècle, la guerre navale reposait sur de gros canons sur de grands navires provoquant de fortes explosions. Les cuirassés échangeaient à distance des obus gros comme des voitures. Celui avec le plus gros canon et le meilleur blindage gagnait généralement. Mais après la Seconde Guerre mondiale, les missiles guidés ont tout changé. Soudain, il n'était plus nécessaire d'avoir un canon de 406 mètres de tram et un équipage de milliers de personnes pour couler un navire de guerre. Un petit missile guidé pouvait être lancé depuis un destroyer, un avion ou même un camion sur la côte. L'ère des canons a cédé la place à celle des missiles, poussant les marines du monde à doter leurs navires de cellules de lancement verticales remplies d'armes guidées. Voilà le problème avec les missiles. Ils sont vraiment sacrément chers. Un seul intercepteur SM-2 coûte plus d'1 million de dollars. Le nouveau SM-6, qui peut gérer des cibles plus rapides et plus complexes, coûte plutôt entre 4 et 5 millions de dollars par tir. Un destroyer moderne ne peut en transporter qu'un nombre limité également, généralement entre 90 et 120 cellules de lancement vertical, ce qui représente une somme d'argent extraordinaire. Ces cellules doivent gérer la défense aérienne, les roquettes anti-sous-marines et les missiles de croisière pour l'attaque terrestre. Et on ne peut pas les recharger en mer. Une fois que vous avez tiré ce que vous aviez, vous devez retourner au port pour en recharger. Maintenant, imaginez ce qui se passe si quelqu'un décide de vous lancer beaucoup de missiles en même temps. C'est quelque chose pour lequel les planificateurs militaires ont un terme. On appelle ça une attaque par saturation, et c'est devenu le cauchemar par excellence de la guerre navale moderne. L'idée est vraiment simple. Un navire ne peut engager, disons, qu'une douzaine de missiles entrant à la fois. Si vous en lancez 50, certains de ces missiles vont passer. Si chaque intercepteur coûte 4 millions de dollars et chaque missile de croisière attaquant quelques centaines de milliers, le problème économique apparaît vite, non ? Eh bien, c'est l'environnement stratégique dans lequel le Japon se trouve. À l'ouest, la Chine a passé 2 décennies à constituer l'un des plus grands arsenaux de missiles de la planète, incluant des missiles balistiques anti-navires conçus pour éloigner les navires de guerre américains et alliés, ainsi que des planeurs hypersoniques manœuvrant à des vitesses jusqu'à Mach 5. La Corée du Nord continue d'accroître son stock de missiles balistiques. Le Japon est bien sûr à portée de tout cela, ses forces d'autodéfense maritime étant clés pour protéger les voies maritimes et les chaînes d'îles de la région.
Et cela nous ramène au sujet d'aujourd'hui. Ce canon électromagnétique, ce railgun que vous voyez sur le papier, résout presque tous les problèmes de cette équation. Les projectiles hypersoniques interceptent la plupart des menaces aériennes. Composés de métaux inertes et sans ogives explosives, ils n'ont pas de soute à poudre volatile. Prête à exploser à l'intérieur de votre navire si vous prenez un coup. Et les munitions sont vraiment bon marché. Une flèche métallique profilée coûte une infime fraction du prix d'un missile guidé. La capacité de votre soute dépend uniquement de l'électricité produite par votre navire et du nombre de projectiles que vous pouvez y stocker. Cela signifie que se défendre contre une attaque par saturation ne dépend plus de la question « Font-ils tard ? Oh non, avons-nous assez d'intercepteurs ?» et devient plutôt une question de « Pouvons-nous garder les condensateurs chargés ? Si oui, tout ira bien. » Donc oui, c'est la promesse. Mais ces choses-là ont tendance à ne pas vraiment bien fonctionner du tout. Canon électromagnétique, le BABA. D'accord, parlons maintenant de la façon dont ces choses fonctionnent réellement. D'accord. Un canon électromagnétique est en soi une idée assez simple. Vous prenez 2 rails parallèles pour les projectiles, généralement en cuivre ou en alliage de cuivre, et vous les faites courir sur toute la longueur du canon. À l'arrière, vous placez un projectile conducteur, appelé armature, reliant les 2 rails et complétant le circuit électrique. Ensuite, vous déversez une quantité absolument énorme d'énergie dans tout ce système. Lorsque ce courant monte par un rail, traverse l'armature, puis redescend par l'autre, il crée un champ magnétique puissant entre les rails. Ce champ magnétique interagit avec le courant traversant l'armature. Et le résultat est ce qu'on appelle une force de Lorentz, une poussée d'énergie électromagnétique pure qui accélère le projectile. Vers l'avant, le long des rails et hors du canon à une vitesse incroyable. Et, il part pour gâcher la journée de quelqu'un. Simple en théorie, non ? Je pense que Mark Rober pourrait sûrement en construire un en un week-end. Le souci, c'est que c'est simple en théorie, mais difficile à rendre fiable. Ce sont des choses très différentes quand on parle des types d'énergie impliqués ici. Un canon naval conventionnel tire des obus à peut-être 800 à 900 mètres par seconde, c'est rapide. Oui, mais certainement pas assez rapide pour attraper un missile hypersonique. Un canon électromagnétique peut projeter des projectiles à 2000 mètres par seconde ou plus, soit environ 1,5 miles les Américains. Selon le modèle, c'est Mach 6 ou Mach 7 assez rapide pour intercepter ce que les canons classiques ne peuvent atteindre. Et cela signifie que le projectile transporte une énergie cinétique énorme, même sans charge explosive. Une petite flèche métallique se déplaçant à ces vitesses frappe avec la force d'un projectile conventionnel bien plus gros. Votre capacité dépend uniquement de l'alimentation électrique et de la réserve de projectiles, sans limite imposée par la taille des tubes de missiles coûteux. En théorie, vous pourriez tirer des centaines de coups lors d'un engagement sans jamais manquer de munitions. Mais vous voyez sans doute le problème. Tout cela semble parfait, et les canons électromagnétiques paraissent parfaits depuis très longtemps. La physique de base est comprise depuis le 19e siècle. Les scientifiques et les planificateurs militaires réfléchissent à des concepts pratiques de canons électromagnétiques depuis au moins les années 1940. Alors pourquoi toutes les marines du monde ne les utilisent-elles pas déjà ? Les contraintes de la physique ? Eh bien, le premier problème, c'est la puissance. Pour accélérer un projectile à Mach 6 ou 7, il faut injecter une quantité énorme d'énergie dans ses rails. En très peu de temps, plusieurs mégajoules sont délivrés en quelques millisecondes. Ce genre de puissance instantanée ne provient pas du système électrique standard d'un navire. Il faut d'énormes bancs de condensateurs qui peuvent se charger lentement, puis se décharger d'un seul coup. En plus, il faut des équipements de commutation et des câbles capables de supporter des courants qui vaporiseraient tout simplement un câblage ordinaire. Les premiers systèmes d'alimentation des canons électromagnétiques, aussi grands que des conteneurs maritimes, étaient très difficiles à installer sur un navire de guerre avec tout l'équipement nécessaire. Le deuxième problème, c'est ce qui se passe à l'intérieur du canon quand on tire réellement avec ce truc. Vous avez un projectile en métal qui glisse le long de rails métalliques à des vitesses hypersoniques, avec des millions d'ampères de courant qui traversent les points de contact. La friction est immense, tout comme la chaleur. Chaque tir érode la surface des rails, creusant et déformant le métal, dégradant la précision de l'ingénierie dont tout le système dépend. Tirer beaucoup de projectiles endommage gravement vos rails, ce qui complique l'utilisation future. Cela mène au troisième problème, la cadence de tir. Si votre canon est essentiellement une pièce consommable qui s'use après 30 ou 40 tirs, alors votre cadence de tir effective diminue, jusqu'à un rythme qui vous permet de changer de canon en plein combat, c'est-à-dire aucun rythme du tout. Un canon électromagnétique nécessitant une maintenance après un tir spectaculaire n'est pas vraiment efficace. Un canon électromagnétique capable de tirer en continu, coup après coup, minute après minute, pendant que des missiles ennemis foncent vers votre vaisseau. Là, c'est une vraie arme.
Et pendant des décennies, personne n'a réussi à comprendre comment faire durer les canons assez longtemps pour que cela compte. Les mises en garde, d'accord. Alors, la tentative la plus connue fut le programme de canons électromagnétiques de l'US Navy, lancé vers 2005 jusqu'en 2021. Des bancs d'essai ont permis de lancer des projectiles jusqu'à Mach 7. Ils ont montré des images spectaculaires de sabots filant dans des boules de feu, évoquant une portée de 5000 nautiques et une cadence de tir enviée par tout équipage de canons classiques. L'objectif était énorme, un monstre de 150 mm 32 mégajoules qui pourrait remplacer totalement le soutien d'artillerie navale traditionnel. Et à cela, tout ce qu'on peut dire, c'est bonne chance. Ce serait ridicule. Mais la réalité a vite rattrapé le projet. Les canons s'usaient, après quelques dizaines de tirs à pleine puissance et les systèmes d'alimentation, énormes, s'intégraient mal aux navires existants. La cadence de tir n'a jamais suffi pour une défense aérienne. En 2021, la marine a arrêté le projet et redirigé les fonds vers les missiles hypersoniques. Aucun navire de guerre américain n'a eu de canon électromagnétique opérationnel à bord, mais d'autres pays ont aussi tenté l'expérience. En 2018, la Chine aurait installé un canon électromagnétique sur le navire Ayangshan. Des photos en ligne montrent une grande tourelle et des câbles sur le pont. Les analystes de la défense ont mis des semaines à tenter de comprendre ce qu'ils voyaient. Après l'enthousiasme initial, il n'y eut ni annonce, ni vidéo de test, ni déploiement. Puis, en Europe, l'Institut franco-allemand de recherche de Saint-Louis, ISL, développe discrètement sa technologie de lancement électromagnétique depuis des années, en utilisant de petits lanceurs de laboratoire et en contribuant aux bases théoriques. Oui, c'est une recherche utile, mais ce ne sont que des expériences en laboratoire, rien de proche d'une arme opérationnelle, et c'est l'essentiel. Jusqu'à très récemment, personne n'avait publiquement démontré le tir d'un canon électromagnétique depuis un navire réellement flottant sur l'océan. En gérant toutes les vibrations, les fluctuations de puissance et le chaos environnemental inhérent à la mer. Ce jalon particulier appartenait à un seul pays, qui n'était aucun des suspects habituels. Et vous savez de qui il s'agit, parce que le titre de cette vidéo, nous l'avons mentionné plusieurs fois, c'est le Japon, le programme de canon électromagnétique du Japon. L'histoire du canon électromagnétique japonais débute bien plus tôt qu'on ne le croit. Dans les années 1990, les chercheurs de ce qui allait devenir plus tard l'ATLA, l'Agence pour l'acquisition, la technologie et la logistique, la branche de recherche et développement de la défense japonaise, expérimentaient déjà le lancement électromagnétique au centre de recherche sur les systèmes terrestres. Ce n'était pas des armes à proprement parler, mais de petits bancs d'essai calibre 16 mm. Le genre d'équipement qu'on trouve dans les laboratoires de physique universitaires, conçus pour aider les ingénieurs à comprendre le comportement des projectiles sous accélération électromagnétique. C'était un travail essentiel, une recherche lente et méthodique qui ne fait pas la une, mais qui crée rapidement la base de connaissances nécessaires avant d'envisager plus ambitieux. Pendant des années, le programme de canon électromagnétique du Japon est resté à petite échelle, limité à des articles académiques et des progrès mineurs. Personne n'envisageait de les installer sur un navire. Cela a changé entre 2015 et 2016. Le ministère japonais de la Défense suivait ce qui se passait ailleurs, notamment le programme américain avec ses tirs d'essai impressionnants et ses problèmes tout aussi impressionnants. Et pourquoi ont-ils décidé qu'il était temps de prendre les choses au sérieux ? Les responsables ont mené une enquête officielle sur les travaux mondiaux concernant le canon électromagnétique, évalué l'état de la technologie et lancé un programme de développement à grande échelle en pensant à des applications militaires concrètes. Les objectifs étaient en clair: augmenter la vitesse du projectile, améliorer la durabilité des rails et résoudre l'usure du canon qui avait préoccupé tous les autres. Troisièmement, construire un canon électromagnétique de calibre moyen pour une utilisation sur navire ou plateforme terrestre. Ce n'était plus de la recherche fondamentale, c'était un programme d'armement avec un objectif, le canon de 40 mm qui a tout changé. La pièce maîtresse du nouveau programme était un canon électromagnétique de calibre moyen de 40 mm Zans, et c'est cette arme qui allait finalement entrer dans l'histoire sur l'Aska. Les projectiles qu'il tire sont essentiellement des fléchettes métalliques, d'environ 16 cm de long, pesant environ 320 grammes, soit à peu près le poids d'une canette de soda pleine. L'ATLA a testé deux grands types, une fléchette en acier monobloc et un projectile composite perforant. Aucun des deux ne contient de charge explosive, car cela serait tout simplement inutile à ces vitesses. Cette fléchette de 320 grammes quitte le canon en transportant à peu près la même énergie cinétique qu'une voiture lourde roulant à la vitesse de l'autoroute. Toute cette énergie est concentrée dans une pointe de la taille du bout d'un doigt. Mais le fait marquant, ce n'était pas la vitesse, mais la durabilité. L'ATLA a annoncé que le 40 mm avait tiré 120 coups consécutifs à des vitesses supérieures à 2000 mètres par seconde avec des dommages limités aux rails. 120 tirs tous à des vitesses opérationnelles.
Et le canon était encore utilisable après, pour une technologie qui avait mis fin à des programmes parce que les canons s'usaient après quelques dizaines de tirs. C'était une véritable avancée. Quelle que soit la méthode de l'équipe japonaise, cela fonctionnait parfaitement. Deux obsessions d'ingénierie ont marqué l'approche japonaise et expliquent le succès de ce programme, contrairement à d'autres. La première concernait la durée de vie du canon. Les ingénieurs d'ATLA ont abordé l'érosion sous divers angles, en testant les matériaux des rails, les conceptions d'armature et la circulation du courant lors du tir. Les détails restent secrets, mais des photos du symposium montraient des rails près de la culasse, zone soumise aux plus fortes contraintes. Ils paraissaient très propres après ces 120 tirs. Lors des précédents essais américains, les plus gros dégâts survenaient précisément à ce point critique où la densité de courant est la plus forte. Les Japonais avaient insuggéré les contraintes thermiques et électriques qui avaient mis en échec ces anciens modèles. La seconde obsession était la miniaturisation. Un canon électromagnétique est inutile si son alimentation est trop volumineuse pour un navire. Quelle était la réponse du Japon ? Ce module d'alimentation, basé sur des condensateurs céramiques et de l'électronique en oxyde de gallium, supportait des tensions et courants extrêmes, tout en étant plus compact que les anciennes technologies. Le système a été conçu pour tenir dans un conteneur maritime standard, facilitant son transport et son installation sur un navire d'essai. Mais ce n'est qu'un début. La feuille de route officielle d'ATLA vise à réduire le volume du chargeur de 50% en 5 ans et celui des condensateurs de 90% en 10 ans. En atteignant ces objectifs, les prochaines versions pourraient s'installer aisément sur des destroyers de première ligne ou des véhicules terrestres. En tirant des leçons des erreurs coûteuses des autres, le Japon n'a pas tout découvert tout seul. De la fin 2023 jusqu'à la mi-2024, ATLA a détaché un ingénieur dans un institut de recherche de la marine américaine pour étudier les armes électromagnétiques américaines. Un chercheur japonais explorait de près les halls d'essai où les Américains avaient longtemps poursuivi le rêve du canon électromagnétique. Il épluchait les données d'un programme qui avait finalement été abandonné, essayant d'extraire toutes les leçons possibles sur ce qui n'avait pas fonctionné et pourquoi les matériaux avaient en cédé, quelles architectures électriques s'étaient révélées inadaptées. Les Américains ont abandonné leurs canons électromagnétiques, mais les connaissances acquises sont précieuses et ne devraient pas disparaître avec le programme. En 2024, le Japon a conclu un accord de coopération trilatérale avec la France et l'Allemagne, collaborant avec l'Institut de recherche ISL. L'accord vise à partager les connaissances sur les canons électromagnétiques et les projectiles hypersoniques, offrant au Japon l'accès à des décennies de recherche européenne et lui permettant d'apporter ses avancées au partenariat. En 2022, le programme a atteint une nouvelle phase, officiellement appelée « Recherche sur les futurs canons électromagnétiques » par le ministère de la Défense. Le calendrier va jusqu'en 2026 avec un changement d'accent marqué. Au début, les travaux concernaient surtout le lanceur. Était-il possible de construire des rails solides et de produire assez de puissance ? Atteindre ces vitesses était-il possible ? Mais maintenant, l'accent est mis sur la transformation de ce lanceur en un système d'armes complet. Ce qui signifie un tir en continu plutôt que des tirs uniques, la capacité de continuer à appuyer sur la gâchette sans attendre plusieurs minutes entre les tirs pour que les condensateurs se rechargent. Cela signifie l'intégration du contrôle de tir, connecter le canon au radar et aux ordinateurs de ciblage, afin qu'il puisse réellement toucher une cible se déplaçant à des vitesses hypersoniques. Cela concerne la stabilité et l'aérodynamisme des projectiles, pour que les obus volent droit après avoir quitté le canon, sans tournoyer ni perdre d'énergie. Ils visent un prototype anti-navire de petit calibre embarqué aux alentours de 2027. D'ici 2028, l'objectif est une défense aérienne de calibre moyen pour navires, plateformes terrestres ou véhicules. Mais avant cela, le Japon devait prouver la validité du concept en mer. Ils avaient un canon qui avait donné d'excellents résultats sur Terre. Maintenant, ils avaient besoin d'un navire suffisamment grand, suffisamment particulier pour y fixer le canon et l'emmener en mer. JS Asuka, le laboratoire flottant. JS Asuka est l'un des navires les plus étranges de la flotte de n'importe quelle marine. C'est justement pour cela qu'il était idéal pour cette mission. Lancé en 1994 et en service l'année suivante, l'Asuka est un navire expérimental japonais unique, conçu pour tester des équipements non encore prêts pour le service en première ligne. Il mesure environ 151 mètres de long et déplace entre 4250 et 6200 tonnes. Cela dépend de ce qui est installé à bord à un moment donné, selon son rôle. Le système de propulsion est une configuration Coglag, combinant turbine à gaz, électricité et turbine à gaz. Si tu te demandes, je n'avais pas raison, mais maintenant je sais... Construit autour de deux turbines à gaz General Electric LM 2500, les mêmes moteurs à gaz qui propulsent des navires de guerre partout dans le monde. Il se déplace si besoin, mais la vitesse n'est pas l'objectif.
Le but est de fournir une plateforme stable et bien équipée où les ingénieurs peuvent essayer des choses qui pourraient ne pas fonctionner. Au cours de ces 3 décennies de service, elle a servi de terrain d'essai pour une gamme extraordinaire de technologies. Le système radar FCS-3, qui constitue désormais l'épine dorsale de la défense aérienne sur les destroyers équivalents Aegis du Japon, a été testé sur Asuka, tout comme le système sonar de la série QQQ, également testé sur Asuka. Les roquettes anti-sous-marines à lancement vertical. Type 07, la torpille et le missile surface-surface. Type 12 ont tous été testés sur ce navire expérimental avant leur mise en service. Au début des années 2020, le programme de canon électromagnétique était prêt pour ce genre de test, et Asuka était prête à recevoir la cargaison la plus étrange de sa longue carrière. Installer le canon électromagnétique sur l'Asuka n'est certainement pas une opération discrète. Si vous regardez des photos du navire dans sa configuration actuelle, la première chose que vous remarquez, c'est la tourelle posée sur le pont arrière. À l'avant de la superstructure, il s'agit d'un abri anguleux et massif pesant environ 8 tonnes, avec un canon de 6 mètres dépassant à l'avant. On dirait plus un objet de science-fiction qu'un canon naval classique, avec ses lignes dures et son style industriel. Derrière la tourelle, plusieurs grands conteneurs d'expédition sont regroupés sur le pont. L'un d'eux contient les unités de charge, l'électronique de puissance, les interrupteurs en oxyde de gallium et les systèmes de contrôle du flux électrique. 3 autres contiennent les bancs de condensateurs, capables de stocker l'énergie nécessaire et de la décharger dans les rails au moment du tir. Le flux d'énergie se déroule exactement comme on pourrait s'y attendre. Les générateurs à turbine à gaz d'Asuka alimentent le système de charge en électricité. Les chargeurs remplissent lentement les bancs de condensateurs pendant plusieurs secondes ou minutes. Puis, quand la détente est actionnée, l'énergie stockée est libérée dans les rails en quelques millisecondes, accélérant le projectile jusqu'à Mach 6,5 avant de quitter le canon. Asuka était idéale pour cela précisément parce qu'elle avait été conçue pour gérer l'imprévu. Contrairement à un destroyer de première ligne, où chaque mètre carré est compté, Asuka a de la place pour des équipements en conteneurs qui ne rentrent nulle part ailleurs. Elle compte aussi une équipe technique dont le seul travail consiste à surveiller les systèmes expérimentaux. Quand quelque chose tourne mal, et avec une technologie de pointe, il y a toujours des problèmes. Il y a des ingénieurs à bord qui peuvent diagnostiquer le problème, ajuster les réglages et réessayer, si vous me permettez, l'expression pour les amiraux d'eau douce sur le pont. Les hauts responsables de la marine japonaise ont bien compris l'importance du programme. En avril 2025, le vice-amiral Katsushi Hamashi, commandant de la flotte d'autodéfense, a tenu à se rendre personnellement à bord de l'Asuka pour inspecter l'installation du canon électromagnétique et observer les préparatifs des essais en mer. Il est revenu en 2025 après la réussite du système. À la même époque, l'amiral Saito, chef d'état-major, a aussi visité le navire expérimental pour voir l'arme de ses propres yeux. Les plus hauts officiers de la marine japonaise consacraient donc personnellement leur temps à un système d'armes que la plupart des marines mondiales venaient d'abandonner. Le canon électromagnétique n'est pas la seule arme expérimentale à bord de l'Asuka. Sur un autre pont, dans des modules en forme de dôme, se trouve aussi une arme laser de 100 kW. Développée par Kawasaki Heavy Industries et l'ATLA, ces lasers suivent des cibles à la vitesse de la lumière. Drones, petites embarcations, voire peut-être des missiles entrants. Ce qui est vraiment impressionnant, mais c'est clairement un sujet que nous pourrions aborder dans une autre vidéo. Avec le matériel en place et les amiraux visiblement impressionnés, il ne restait plus qu'une chose à faire. Faire sortir le navire, charger les condensateurs et appuyer sur la gâchette. Probablement pas littéralement, c'est sûrement un bouton. En octobre 2023, la TLA a fait une annonce qui a marqué les milieux de la défense mondiaux. Avec la force maritime d'autodéfense japonaise, ils ont réalisé le premier tir d'un canon électromagnétique depuis un navire. Et pour être clair sur ce qu'était ou n'était pas ce test, l'Asuka a navigué jusqu'à une zone d'essai désignée, l'équipage a chargé les condensateurs, puis ils ont tiré le canon électromagnétique de 40 mm en pleine mer. Aucune cible précise, le projectile a filé au-dessus des vagues avant de retomber très loin. L'objectif était de démontrer le bon fonctionnement du système intégré en environnement maritime. Ces questions ne trouvent réponse qu'en testant l'appareil en mer, et les résultats ont été assez bons pour poursuivre. Après les premiers essais en mer, le programme s'est passé à ce que l'ATLA appelle la phase du système de canon, visant à obtenir une capacité de tir continu, améliorer la stabilité des projectiles et intégrer des systèmes de contrôle de tir capables de suivre les cibles et d'ajuster la visée en temps réel. Le canon électromagnétique avait montré qu'il pouvait tirer depuis un navire. Il devait maintenant prouver sa capacité à toucher une cible. Été 2025, le véritable jalon prévu pour la mi-2025. Au symposium annuel sur la technologie de défense de l'ATLA, le Japon a annoncé que le canon électromagnétique d'Asuka avait atteint un navire cible remorqué. Les documents du symposium montraient des images d'une barge criblée d'impacts, preuve que des projectiles hypersoniques tirés d'un navire en mouvement avaient atteint leur cible à maintes reprises.
Un vrai canon sur un vrai navire, tirant de véritables projectiles sur une vraie cible, flottant sur l'océan et la touchant. Les détails montraient dans l'image d'un système d'armes véritablement abouti. Les vitesses à la sortie de la bouche lors des essais en mer variaient de 2000 à 2300 mètres par seconde, atteintes régulièrement lors de plusieurs tirs. Les projectiles stabilisés par ailettes sont restés stables en vol hypersonique sur toute leur trajectoire. La société danoise de radar Weibel Scientific, qui a fourni l'instrumentation pour les essais, a confirmé que son équipement permettait de suivre des projectiles à des vitesses hypersoniques sur des portées d'engagement de plusieurs kilomètres. Les projectiles volaient en droit, touchaient leur cible et les canons résistaient. Pour une technologie ayant mis en échec les programmes de défense les plus financés au monde, c'était une combinaison remarquable. Mais voici la question qui plane sur tout cela. Les canons électromagnétiques ont déjà atteint des stades prometteurs par le passé, et ils se sont déjà retrouvés dans l'impasse. Alors, qu'est-ce qui rend le programme du Japon différent ? Qu'est-ce qui pourrait vraiment permettre à cette arme d'aboutir ? C'est en partie lié à une philosophie de conception radicalement différente de celle des Américains. Le programme de canon électromagnétique de la marine américaine avait d'immenses ambitions. Il poursuivait un monstre de 150 mm et 32 mégajoules capable de lancer des projectiles guidés à plus de 100 000 nautiques, remplaçant essentiellement le soutien d'artillerie navale traditionnel par une alternative électromagnétique. Les exigences imposaient en des cadences de tir élevées et une longévité des canons en milliers de coups, repoussant la technologie au-delà de ce qui avait déjà été démontré. Le Japon a choisi l'approche opposée, développant un canon de 40 mm destiné à la défense et aux frappes à moyenne portée, sans viser à remplacer un cuirassé. L'accent est mis sur l'interception des missiles entrants et l'engagement de cibles de surface à des distances mesurées en kilomètres plutôt qu'en centaines de kilomètres. Et cette différence est extrêmement importante d'un point de vue technique. Gérer un tir de 5 mégajoules est difficile. Gérer un tir de 32 mégajoules l'est vraiment beaucoup plus. Et ce n'est pas simplement 6 fois plus difficile, c'est exponentiellement plus difficile. Cela devient simplement plus compliqué dans chaque sous-système. Les condensateurs stockent plus d'énergie. Les rails supportent plus de courant. Le canon subit davantage de contraintes à chaque tir. En commençant plus petit et en visant un objectif plus réalisable, le Japon a réduit le risque technique à chaque étape. Ils ont construit quelque chose qui fonctionne, l'ont prouvé en mer et ont désormais une base à développer. Le plan de développement de l'ATLA prévoit d'atteindre environ 20 mégajoules par tir, ce qui signifierait des vitesses nettement plus élevées et des portées plus longues. Mais ils avancent pas à pas. La stabilité en vol et la conduite de tir représentent un défi. Faire sortir un projectile du canon à Mach 6 n'est que la moitié du problème. L'autre, c'est de garantir qu'il atteigne bien la cible visée. Les projectiles de canon électromagnétiques sortent à grande vitesse, mais cela nuit à leur trajectoire s'ils ne sont pas aérodynamiquement stables. Un projectile qui oscille ou tournoie perd vite de l'énergie et sa trajectoire devient imprévisible. À des vitesses hypersoniques, même de minuscules asymétries de forme ou de répartition du poids se transforment en écart majeur au moment où le projectile atteint sa cible. Les obus flèches développés par l'ATLA ont résolu ce problème grâce à des ailettes qui se déploient après le lancement, permettant aux projectiles de voler pointe en avant au lieu de tournoyer. D'après les informations publiques, les projectiles japonais actuels ne sont pas guidés. Aucun capteur, ni ailette, ni guidage terminal. Juste un morceau de métal précisément façonné qui compte sur sa visée initiale et sa vitesse hypersonique pour atteindre la cible. Cela impose une forte pression sur le système de conduite de tir pour déterminer la trajectoire correcte, car après le tir, aucune correction n'est possible. Le Japon possède des décennies d'expérience dans le développement de radars avancés et de systèmes de conduite de tir pour ses destroyers Aegis, notamment avec les suites radars FCS-3 et OPS-48 produites localement. Des systèmes qui en fait étaient destinés à équiper l'Asuka avant même qu'ils n'entrent en service de première ligne. L'Asuka est un navire vraiment sollicité. Intégrer un canon électromagnétique dans cet écosystème existant de capteurs et d'ordinateurs de ciblage reste un défi important. Mais le Japon ne part pas de zéro. Les éléments de base existent déjà dans les chantiers navals et bureaux d'études du pays. À quoi servent les canons électromagnétiques ? D'accord, fantastique, le canon fonctionne, mais prouver qu'une arme fonctionne est différent de prouver qu'elle est utile. Alors, où le Japon déploierait-il réellement cet engin ? Eh bien, l'application la plus évidente, c'est la défense aérienne et antimissile. Au lieu de tirer un intercepteur à plusieurs millions de dollars sur chaque missile de croisière, drone ou menace hypersonique entrante, on tire un flèche métallique hypersonique. Ça coûte une infime fraction du prix. L'idée est de créer une couche supplémentaire dans la défense, quelque chose qui fonctionne en parallèle avec les intercepteurs de missiles conventionnels. En interceptant des tirs qui épuiseraient sinon les missiles coûteux du navire lors d'une attaque par saturation impliquant des dizaines de menaces.
pouvoir en engager certaines avec des projectiles de canon électromagnétiques économiques, rapides et abondants, pourrait faire la différence entre survivre à la salve et manquer d'intercepteurs en plein combat. Le mot-clé ici est « pourrait ». Toucher un missile manœuvrant à Mach 3 ou plus est bien plus difficile que d'atteindre un navire remorqué. Si le Japon y parvient, même partiellement, les implications stratégiques seront majeures. C'est là que tout s'assemble stratégiquement. Si la doctrine chinoise vise à saturer les navires japonais et alliés avec plus de missiles que d'intercepteurs, ajouter des tirs de canon électromagnétiques rapides, nombreux et bon marché à ce dispositif défensif affaiblit cette stratégie. Le Japon a été assez transparent sur ses ambitions concernant le déploiement du canon électromagnétique. Les analystes de la défense et les documents officiels mentionnent plusieurs plateformes possibles, dont de futurs grands destroyers, parfois appelés provisoirement ainsi. Le 13DDX pourrait être conçu dès l'origine pour fournir l'énergie requise aux armes électromagnétiques, tout comme des batteries terrestres protégeant îles et côtes. Si l'ATLA réussit la miniaturisation, des systèmes montés sur véhicules pourraient donc devenir possibles, mais cela reste à venir. Pour l'instant, l'Asuka reste la seule plateforme équipée d'un canon électromagnétique fonctionnel. Ce navire expérimental est une étape, et les bases qu'il pose mènent vers une marine très différente. Mais sera-t-il réellement utilisé un jour ? Je veux dire, on a vu ce genre de choses apparaître et disparaître à de nombreuses reprises. La recherche sur le canon électromagnétique continue jusqu'au milieu des années 2020, visant un prototype anti-navire, petit calibre en 2027 et moyen calibre en 2028. Beaucoup de progrès. Cependant, certains dans la défense doutent encore de la pertinence des canons électromagnétiques face aux alternatives. Les missiles s'améliorent constamment et bénéficient d'une technologie éprouvée. Les lasers à haute énergie avancent vite et n'ont pas de souci d'usure du canon. Certains analystes soutiennent que l'argent investi dans les canons électromagnétiques serait peut-être mieux utilisé pour accélérer le développement de ces autres systèmes. Pourtant, le Japon a clairement décidé que cela valait la peine de les développer. Ils ont surmonté des obstacles qui ont mis en échec des programmes mieux financés et démontré des capacités inégalées. Mais une feuille de route crédible et un système d'armes déployé, ce sont des choses différentes, et l'écart entre elles est rempli d'une tonne de défis. Merci d'avoir regardé.